Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis April, je suis autiste et vous êtes ici donc sur une chaîne qui parle d'autisme. Je vais faire une nouvelle vidéo pour parler donc des dynamiques familiales et sociétales toxiques. Donc j'ai fait une première vidéo pour définir ce qu'était une personne narcissique pathologique et une deuxième vidéo pour parler plus spécifiquement du parent narcissique. Donc je m'éloigne un peu de l'autisme, mais je ferai aussi une vidéo pour approfondir le sujet et notamment parler des conséquences de ce type de relation sur l'enfant et l'adulte autiste. C'est vraiment important, je pense, d'avoir des bases de compréhension sur ce type de fonctionnement hautement néfaste pour les individus et qui sévit de plus en plus. Et le lien avec les personnes atypiques, c'est que finalement leur richesse intérieure, leur générosité, leur empathie, leur capacité à se remettre en question et à douter d'elles-mêmes vont être finalement enviées et jalousées par les narcissiques pathologiques qui vont pouvoir en profiter. Donc en gros, plus vous avez de qualité humaine et de tendance à vous remettre en question et plus vous courez le risque de tomber sur un manipulateur, notamment un narcissique pathologique malheureusement. Et outre les dégâts collatéraux qu'il cause, le problème c'est que la société ou la famille, donc tout système quel qu'il soit en fait, va protéger et soutenir ce type d'individu, même indirectement, sans forcément penser à mal. Pourquoi? En fait ça fait partie de la stratégie du narcissique, qui sait très bien comment faire pour se faire aimer notamment de tout le monde, d'être gentil et lisse et sociable et en privé complètement détruire sa victime, ou bien en isolant la victime, en dénigrant tour à tour ses proches ou les membres de sa famille pour que la victime d'elle-même coupe les ponts. Ça fait vraiment partie de la stratégie du narcissique. Alors là encore, il va mettre en place une stratégie vis-à-vis des proches de la victime, de sa famille ou de ses parents ou sur le milieu, dans le milieu professionnel. Donc la première étape, c'est l'emprise par rapport à la victime qu'on peut comparer à un état d'hypnose dans lequel la personne narcissique nous met en comblant en fait nos blessures de façon à créer une dépendance. Donc elle va identifier des blessures chez nous. Donc souvent ce sont des blessures qui remontent à notre enfance, qui sont dues à un traumatisme comme un divorce, un choc, un deuil ou tout simplement un sentiment d'abandon, un manque d'amour, mais qui peuvent aussi être dus à une relation dysfonctionnelle toxique avec un de ses parents ou avec un membre de notre famille. Et cela en particulier, ça concerne les enfants atypiques et autistes, comme je l'ai expliqué dans une première vidéo. Il y a aussi une question de génétique, puisque la personne narcissique va se jeter son dévolu sur un parent, sur son conjoint ou sa conjointe atypique, parce qu'elle va y voir des choses intéressantes à puiser, et ensuite, s'ils ont des enfants ensemble, c'est possible que les enfants soient eux-mêmes atypiques. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'enfants autistes ou atypiques qui ont un parent dysfonctionnel. Voilà. La deuxième étape ensuite, le deuxième plan de la stratégie de la personne narcissique, c'est cette fois-ci de mettre sous emprise l'entourage de la victime, que ce soit le groupe d'amis, les collègues de travail, voire une famille entière. Comment il fait? En fait, c'est possible qu'il détecte les failles, les blessures de certaines personnes qui entourent sa victime et qui décide là encore de les combler. Donc si la personne, par exemple, s'il sent que quelqu'un a besoin de reconnaissance, il va le valoriser, il va lui faire des compliments, voilà. Donc la personne va y voir un intérêt de côtoyer cette personne et elle va se sentir bien en sa présence, donc elle va un petit peu éteindre sa vigilance, voilà. Mais il peut aussi tout simplement se montrer charmant, sous son meilleur jour, parce que ce qui est très important pour le narcissique, c'est le regard que les autres posent sur lui. Comme il se construit en miroir parce qu'il n'a aucune intériorité, finalement c'est important que le regard que les autres posent sur lui soit toujours positif, toujours valorisant, qu'il soit toujours au centre en fait. Car là encore, ça va le nourrir narcissiquement. Ce qui va changer par contre, c'est que contrairement à la victime, à qui il dévoile progressivement ou bien d'un coup son vrai visage, donc sa haine toxique, son vide intérieur, etc. Il va toujours se montrer sous son meilleur jour auprès des proches, donc comme si c'était une lune de miel perpétuelle en fait, permanente. Ça fait aussi partie du piège qu'il tend à sa victime, parce que si cette dernière commence à sentir des choses qui ne vont pas, le fait qu'il soit aussi bien vu par tout le monde, aussi apprécié par les amis, par la famille, par les autres collègues, ça va lui faire remettre en question ses propres ressentis.
Donc dans ce cas-là, ça peut se jouer dans le couple, avec les amis, mais si on transpose ça à une famille, on peut penser à l'oncle ou la tante ou la grand-mère ou le frère, toujours chaleureux, qui fait des blagues, qui invite tout le monde en vacances. Dans le monde du travail, le collègue toujours très apprécié, qui rend service. On s'ennuie quand il n'est pas là, on parle de lui, en son absence, etc. Donc souvent, un des profils de narcissique, c'est quelqu'un qui aime être sous les feux des projecteurs, normal puisqu'il est totalement centré sur lui, qui aime aussi séduire et être sur le devant de la scène. C'est pas étonnant du coup qu'on parle systématiquement de lui en son absence parce que ça fait aussi partie de l'emprise. D'ailleurs c'est assez impressionnant quand on s'en rend compte de l'extérieur et qu'on constate ça, c'est vraiment déstabilisant. Je précise que là je dresse un portrait qui n'est pas forcément le portrait à tout prix des narcissiques parce qu'il en existe de différentes sortes. Vous avez aussi notamment des personnes narcissiques qui sont beaucoup plus discrètes et qui sont à l'inverse très introverties, qui ne se font pas remarquer en apparence, donc qui ont l'air inoffensives et gentilles. Mais en réalité, leur agressivité, elle est bien là, mais elle est complètement larvée. Et ça va être des personnes, par exemple, qui vont beaucoup se plaindre, qui vont beaucoup jouer la carte de la victime. Bon, parfois, ça nous arrive de se sentir victime et c'est important de se reconnaître victime. Parce que ça fait partie du processus de réparation et de guérison. Hein. Je ne remets pas en question le rôle de victime. Mais quand vous avez quelqu'un qui finalement n'évolue pas, ça tourne en rond en permanence, c'est pas pour avancer en fait qu'il révèle des injustices. C'est vraiment pour parasiter l'espace mental de l'autre et pour obtenir là encore de la part de l'autre un intérêt narcissique, de la compassion, de l'écoute, de la bienveillance, etc. Donc voilà pour deux profils, mais il en existe, je pense, plus. Hein. Alors, donc je viens d'évoquer les profils et maintenant je vais parler des systèmes en soi narcissiques. Alors déjà, arrêtons-nous sur le mot système. Qu'est-ce qu'un système? Alors si je prends la définition que j'ai écrite, c'est un ensemble de pratiques organisées en fonction d'un but. Donc il y a un but à atteindre, d'accord? Ou bien un ensemble d'éléments considérés dans leur relation à l'intérieur d'un tout fonctionnant de manière unitaire. Donc c'est ça qui est important je trouve, c'est-à-dire de considérer le système comme un ensemble d'individus mais qui forment un tout, une unité. Et c'est ça qui va créer, qui va donner la force du système justement. Alors des systèmes il en existe de toutes sortes, on parle de systèmes de pensée, on parle de systèmes nerveux, on parle de système scolaire, de système bancaire et si on prend la définition à la lettre, on peut considérer que les partis politiques c'est un système, même des associations, des clubs de sport, voilà, tout ce qui, des syndicats, tout ce qui crée comme ça une sorte d'unité qui fait bloc, c'est un système. Alors qui régit ce système? Donc quand on a une personne narcissique au sein de ce système, bah, vous l'avez deviné, c'est le narcissique qui régit ce système, même s'il agit dans l'ombre, même s'il n'est pas forcément aux premières loges. Alors, ça peut être explicite quand, notamment, il est dans la position hiérarchique la plus élevée, mais ça peut être aussi implicite quand il n'est qu'un simple employé, qu'un simple bénévole, qu'un simple professeur ou autre, mais qu'il agit dans l'ombre en manipulant les uns et les autres, etc. Donc le narcissique, comment il va procéder dans ce système? Ah bah exactement comme je l'ai dit dans le cadre de la famille, avec les rôles, il va donner en fait, il va attribuer aux uns et aux autres des rôles. Donc il va d'abord les analyser, les observer plus ou moins à distance afin de déterminer quel rôle il va pouvoir distribuer aux uns et aux autres afin que ces autres justement l'aident à détruire sa victime. Les autres vont donc jouer un rôle dans la stratégie perverse du manipulateur narcissique et ils vont donc aider consciemment ou inconsciemment le narcissique. Alors inconsciemment, ce sont ceux qui en fait, on va dire, n'y voient pas encore très clair sur eux-mêmes, sur leur schéma, qui n'ont pas encore pris conscience de certains comportements, que ce soit les leurs ou ceux des autres, pour les déconstruire ou en tout cas avoir un peu de recul. Alors ce n'est pas une critique, je ne juge pas ces personnes-là parce que j'ai été moi-même dans ce cas. Avant de faire du développement personnel, j'avais pas conscience de mes schémas, de mes comportements, de ceux des autres, de en quoi parfois je pouvais ne pas être au pilote de ma propre vie. Donc c'est vraiment chacun est différent à ce niveau-là et ça prend plus ou moins de temps, c'est normal.
Après, un problème plus ciblé, ce sont aussi ceux qui sont, alors souvent des atypiques, des personnes atypiques qui croient que l'humain est bon par nature. Alors c'est aussi mon cas, hein, ça l'a aussi été. L'humain ne peut pas agir de manière aussi sournoise et machiavélique. Donc il y a une part de déni, mais c'est pas un déni, on va dire fondamentalement. C'est plus, je dirais pas non plus que c'est de la naïveté parce que ce serait condescendant de dire ça. Je dirais juste que, en fait, quand on est atypique, on croit que les autres fonctionnent comme nous. Pour moi, c'est naturel, en fait. Donc, on peut pas imaginer. Déjà, c'est dur d'imaginer que quelqu'un a moins d'empathie que nous. Enfin, n'a pas la même empathie, n'a pas la même sensibilité. Déjà, ça, c'est difficile à prendre en compte. Et ensuite, de là, à prendre en compte qu'il y a une personne qui en fait, n'est pas du tout construite et qui n'a aucune intériorité, qui n'a aucune empathie, là, c'est vraiment encore plus dur. C'est le level au-dessus, vous voyez. Donc ça a été mon cas, j'ai eu tendance à remettre en question, à trouver des justifications, même par rapport à des personnes qui étaient hostiles envers moi-même. J'avais tendance à essayer de toujours à beaucoup réfléchir, beaucoup analyser, trouver des raisons, comme si je ne pouvais pas finalement me fier à mes ressentis et puis aussi aux faits en fait, en soi. Non, il fallait toujours que j'essaie de trouver une excuse quelle qu'elle soit. Voilà. Et ensuite, pour moi, vous avez une dernière catégorie, ce sont ceux qui du coup sont dans le déni, donc refusent de voir la réalité en face. Et je peux considérer que moi-même, j'ai été dans le déni, c'est vrai. Alors le déni, c'est un mécanisme de défense qui consiste à se protéger contre une réalité trop douloureuse à vivre pour le psychisme. Alors même si c'est au détriment d'une personne qui va souffrir, en fait, on n'a pas les ressources suffisantes pour accuser le choc. Donc, hop, on ferme les vannes. Non, ça s'est pas passé, c'est pas possible, c'est pas arrivé. Donc, non, ce que tu me racontes sur ta tante, sur ton grand-oncle ou je ne sais qui, je refuse d'y croire, je refuse de l'envisager, c'est pas possible, ça doit venir de toi, c'est toi le problème, ça peut pas être cette personne. Voilà, on peut dire pour caricaturer, c'est un peu ça le déni. Bon, alors à cause de ces trois types de comportements que je considère comme inconscients, le narcissique pathologique, eh bien, il va avoir le champ libre puisque les autres, en fait, maintiendront l'illusion que c'est vraiment une belle personne, qu'elle ne fait pas de mal fondamentalement, et que c'est la victime qui se trompe. Pire, si la victime a la force de parler, de dénoncer certains faits, elle pourrait ne pas être entendue, ne pas être crue, voire être contredite. Elle aura l'impression que le problème vient d'elle. Voilà. En fait, c'est que ces personnes-là... eh bien, elles n'ont pas encore suffisamment de recul pour envisager l'être humain dans toute sa noirceur, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et je pense que le narcissique, il aime beaucoup les gens, par exemple, assez bienveillants et empathiques, qui entourent sa proie. Car en fait, lui-même, du coup, il peut jouer à la victime. Il peut se faire plaindre, il peut mentir sur des traumatismes qui, en réalité, ne lui sont jamais arrivés, pour que ces personnes, en fait, se sentent ensuite inconsciemment coupables de lui reprocher des choses, même si c'est au détriment de leurs proches, leurs sœurs, leurs amis, leurs collègues, etc. Alors qu'en est-il quand vous avez des gens qui vont consciemment rentrer dans le jeu des manipulateurs narcissiques? Alors on a affaire à une toute autre catégorie de personnes. Pour moi, ce sont des personnes que je pourrais qualifier d'intéressées, de très égoïstes. Elles peuvent être malheureuses, donc aigries, assez agressives, et comme le manipulateur, jalouse et envieuse. Mais ce n'est pas une haine vraiment viscérale, ce n'est pas structurel, ce sont juste des comportements. Donc, ce sont des comportements qui les poussent à une certaine agressivité, plus ou moins larvée, plus ou moins contenue en fonction des situations, donc qui peut ne jamais émerger si le cadre ne laisse pas de place pour. Donc si la personne est super bien entourée, dans une famille aimante, qui lui aura donné la confiance, l'amour nécessaire, elle peut tout à fait côtoyer des narcissiques pathologiques, donc travailler avec, côtoyer amicalement aussi des narcissiques, sans jamais être confrontée à leur côté obscur. Je pense que c'est vrai. Mais si un jour, son monde s'effondre, si elle perd son travail, si elle vit en deuil, alors c'est là où, selon moi, la toxicité, la haine profonde de cette personne va se révéler au grand jour. Par exemple, son manque d'empathie, d'écoute, dans son égoïsme et son indifférence, dans son plaisir malsain à voir celle qu'elle admirait tant en baver autant qu'elle, ce qu'elle peut d'ailleurs considérer comme un juste retour de bâton.
Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est quand on traverse des épreuves qu'on voit qui sont réellement ses véritables amis. Il faut dire que les gens aussi sont de plus en plus égoïstes. Ils ont une vision un peu capitaliste des relations. Ils sont avec certaines personnes parce que ces personnes leur apportent des choses, même narcissiquement, pas forcément matériellement, hein. Dès qu'elles perdent leurs éclats, eh bien elles s'en débarrassent et elles en perdent d'autres. Surtout, on est poussé à être constamment dans la consommation et être en rivalité les uns vis-à-vis des autres. Cette rivalité constante, ça ne peut que laisser émerger des comportements narcissiques. Les gens sont mal dans leur peau, ils se sentent en danger, donc ils attaquent les premiers pour ne pas être ensuite attaqués. C'est tout ce qui leur reste quand finalement ils ont une si piètre estime d'eux-mêmes. Et quand on y réfléchit, la société non seulement encourage, mais valorise ce genre de comportement. C'est mieux vu d'être un petit peu agressif, égoïste et rancunier que d'être doux, gentil et sensible, qui d'ailleurs sont souvent associés à de la faiblesse. On reprocherait presque aux victimes d'attirer les problèmes. Elle fait exprès, elle exagère, et puis au fond, est-ce qu'elle n'aurait pas un peu cherché? Alors qu'on confronte rarement les responsables et leur dysfonctionnement. Non, c'est la faute de la victime. Elle aurait dû mieux réagir. C'est à elle de stopper. C'est à elle de s'affirmer, de dire stop, d'évoluer, de se soigner. Mais à côté de ça, les comportements narcissiques destructeurs sont toujours plus ou moins justifiés et les conséquences de leur comportement sur les autres minimisées. Quand un narcissique pathologique croise la route de personnes au comportement narcissique, alors des alliances, selon moi, peuvent se créer contre la victime. Le ou la narcissique pathologique sait y faire envers les personnes au comportement narcissique qui agissent par intérêt, qui se montrent égoïstes et souvent sans scrupules et avec peu de morale. Exemple, ma meilleure amie a toujours eu de la chance, alors ses nouvelles fréquentations la rabaissent et elle ne voit rien, mais moi je sens que ce n'est pas normal. Mais je ne vais rien dire et je vais la laisser je vais la laisser se débrouiller toute seule. Pour une fois que je peux prendre un peu le dessus, je ne vais pas me gêner, elle fera un peu moins la maline. Autre exemple, j'ai l'occasion d'obtenir une promotion, mais c'est au détriment d'une collègue avec qui je travaille depuis 10 ans. Je ne vais pas me gêner après tout, moi aussi je mérite d'être considérée à ma juste valeur. Mon patron, lui, il a bien compris. Et dans la famille, ma sœur est la chouchoute, elle a toujours été plus aimée et valorisée que moi. Son nouveau copain n'a pas l'air terrible, elle a l'air plus fatiguée et soucieuse depuis qu'elle est avec lui. Mais je ne vais rien dire. Au contraire, je vais lui dire à quel point je le trouve formidable. Comme ça, elle restera longtemps avec lui, elle perdra un peu plus de son éclat, et peut-être alors que nos parents pourront enfin me remarquer. Ce sont des exemples peut-être un peu caricaturaux, mais je crois que vous voyez où je veux en venir. Souvent, on observe chez ces personnes au comportement narcissique, selon moi, une sorte de mal-être, une sorte de sentiment de jalousie, d'aigreur vis-à-vis d'autres personnes avec qui pourtant elles sont proches et qui ont tendance à la moindre occasion à agir par violence, par vengeance, par jalousie. Voilà. Et ça, les personnes narcissiques le savent très bien, ou plutôt elles le sentent très bien et elles savent jouer avec. Ces personnes au comportement narcissique pensent en fait à leurs intérêts avant tout. Ce ne sont pas des monstres, ce ne sont pas des diables, des démons, mais bon, c'est la société en fait, hein, et elle s'adapte à cette société et elle se positionne systématiquement en rival. Pour se sentir mieux, il faut que l'autre souffre. C'est normal, c'est le modèle de société qu'on nous propose. Il faut être le meilleur, il faut écraser les autres. Les individus sont de moins en moins aimés inconditionnellement, valorisés pour leur qualité individuelle et personnelle à l'école, et ils se retrouvent bien vite tyrannisés par un monde du travail déshumanisant. Dans ces conditions, la souffrance qu'accompagne mésestime personnelle, manque de confiance, grande insécurité intérieure et affective peut pousser en effet à des comportements narcissiques, agressifs ou passifs-agressifs. Le narcissique pathologique, dès lors, n'a pas grand-chose à faire. Les bases de la violence sont déjà semées. Il avance ses pions tranquillement et agit dans l'ombre en continuant de sourire et de se montrer très gentil, poli, avec tout le monde en public. Ce qui fait que malheureusement, quand la victime tentera de se défendre, quand elle commencera à ouvrir les yeux, elle pourra accuser aussi la mauvaise personne d'être son bourreau.
au lieu de voir le manipulateur narcissique plus sournois, plus, on va dire, malin, enfin plus à jeter le trouble, à souffler le chaud et le froid, la victime pourra s'en prendre à des personnes qui ont en fait été utilisées par le narcissique pathologique. Mais ce ne sont pas les personnes, on va dire, réellement en premier responsables de la situation. Il y a un dernier individu dont je n'ai pas parlé, ce sont aussi ceux qui sont un peu extérieurs à la situation. Donc notamment quand vous avez une triade toxique dans une relation, alors vous avez un couple par exemple et vous allez avoir une troisième personne qui va être un ami, mais le manipulateur toxique, narcissique, hein, il va faire en sorte de créer de la jalousie en étant très proche de cette troisième personne, ou alors il va faire en sorte de monter deux personnes les unes contre les autres alors qu'elles étaient très proches avant, puisque là encore le fait de diviser, ça lui permet de mieux régner. Donc ce sont des stratégies de manipulation, il en existe de toutes sortes. Donc lui en fait, cette personne-là, ce dernier cas de figure-là, il est un peu en dehors des choses, il est dans le système. Ça peut être un collègue, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, il comprend ce qui se passe, il le voit, mais il ne fait rien, il se montre assez passif et du coup permissif. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il considère que ça ne le regarde pas, que ce n'est pas à lui d'intervenir, peut-être aussi par peur de sortir de sa zone de confort, et puis disons-le clairement, par manque de courage, par lâcheté, aussi parce que parfois il peut manquer lui-même d'élan vital et il n'a pas les ressources, voilà, de s'opposer au manipulateur pour protéger la victime. Donc je ne veux pas juger ces personnes parce que je sais que quand on manque d'élan vital, souvent c'est qu'on a eu des difficultés dans sa vie, des problèmes, quels qu'ils soient, et voilà, on est un peu affaibli, je dirais, psychiquement, psychologiquement. Donc je ne veux pas les juger, mais le fait est qu'elles ont aussi leur part de responsabilité, surtout si elles constatent des comportements toxiques. Donc voir des bleus ou des coups sur le corps d'un petit enfant et ne pas lui poser de questions, entendre une femme se faire battre dans l'appartement d'à côté et ne pas appeler la police, ou travailler et être témoin tous les jours du harcèlement que subit un de ses collègues et ne rien faire pour le stopper, c'est aussi, à mon avis, une autre conséquence du narcissisme de la société, qui est de considérer qu'on vit tout seul avec soi-même et on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. On n'est pas dans une relation avec les autres, on est dans sa bulle et même si c'est malgré nous et qu'on constate des choses, qu'on est témoin malgré nous, en fait, il faut dénoncer, même si c'est inconfortable. Et de ne pas le faire, eh bien, c'est ne pas porter secours en personne en danger, par exemple. Hein. Donc, à l'inverse, je n'encourage pas les comportements de soupçon excessif, de surveillance, voire de délation. Pas du tout, c'est aussi une attitude toxique, mais dans l'autre sens, en fait, dans l'excès inverse. Mais je crois qu'il y a un juste milieu à avoir, et somme toute, avec un peu d'intelligence, d'intuition, et de bon sens, on peut assez vite se rendre compte quand quelque chose ne va pas dans un couple, dans une famille, au travail, et tenter de rester plutôt plus ou moins vigilant. Pour moi, c'est tout simplement, ça fait partie de notre responsabilité aussi, c'est adopter une attitude citoyenne et responsable, mais c'est de moins en moins le cas, les gens ne se sentent pas concernés, et c'est aussi pour ça que autant de personnes peuvent déployer leur violence en toute impunité, enfin, je pense. Donc le narcissique pathologique, lui, il sait pertinemment que ces personnes-là existent et que même si elles seront témoins, elles ne vont rien dire, elles ne vont rien faire. Et parfois même, je pense qu'il en joue. Pour résumer, je dirais que le narcissique pathologique va donc distribuer les cartes en se montrant par exemple sous son meilleur jour aux personnes proches de sa proie qui vont être les plus empathiques et bienveillantes afin d'éteindre leurs soupçons. Il va jouer sur la rivalité, la frustration et la jalousie d'autres de ses proches qui ont plutôt un fonctionnement avec une agressivité larvée pour s'allier avec eux et en contrepartie leur apporter des avantages parce que ce sont de cette façon que ces personnes fonctionnent, par intérêt, donc leur permettre de se venger pour se sentir mieux dans leur peau, plus importante, obtenir des avantages en nature comme une promotion, et casser du sucre sur le dos d'une collègue, etc. Et c'est comme ça qu'on aboutit à un véritable système narcissique. Hein. C'est pour ça que là, je reviens sur ce mot de système, où finalement tout le monde est impliqué.
que ce soit dans la famille, le travail, une association ou autre. Et c'est aussi pour cela qu'on peut apprendre, parfois des années, des décennies plus tard, qu'il y avait de la violence, qu'il y avait des abus dans telle association, dans tel club de sport, dans telle famille, dans tel milieu professionnel. Parce que entre ceux qui n'ont pas parlé, parce qu'après tout c'est pas leur problème, ceux qui n'ont pas parlé par peur de perdre leurs petits avantages et leurs petits conforts qui les arrangeaient bien, ceux qui tombent des nues parce que quoi, ils n'auraient jamais imaginé que cette personne qui semblait si gentille et agréable puisse faire de telles choses, eh bien c'était très compliqué effectivement de lever le tabou et de permettre aux personnes d'écouter les victimes. Peut-être y a-t-il aussi d'autres raisons, comme la peur que peut créer à dessein le narcissique pour éviter aux autres de parler, pour les museler. Et aussi finalement le fait qu'on a du mal, je pense instinctivement, de remettre en question un système qui nous apporte un cadre. Et je pense que l'être humain a besoin de cadre naturellement, il a besoin d'avoir des repères. Et parfois c'est tellement déstabilisant de devoir éclater ses repères, même si c'est construit sur de mauvaises bases. Parfois je pense, et je ne veux pas les juger, que c'est plus facile de rester sur des bases pourries, parce qu'on n'a pas les ressources justement d'aller au bout de ce qui doit être fait, même si c'est au détriment des personnes et des victimes, et si ça fait souffrir tout le monde, voilà. Dans une famille, en fait, c'est pareil. Vous avez aussi ceux qui ne voient pas, qui sont peut-être un peu éloignés, les oncles, les tantes, que vous voyez pas assez souvent, ceux qui voient mais qui ne disent rien, les frères, les sœurs, les grands-pères, les grand-mères, je ne sais pas, le parent aussi, le conjoint, ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui sont un peu dans le déni, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes, et ceux qui voient mais qui laissent la situation perdurer, aussi parce que ça les arrange bien, il y a une sorte un truc un peu malsain où moi j'ai jamais été la plus aimée, cette fois lui il en baffe, tant mieux, etc. Voilà, bon. Pour finir, pourquoi certaines personnes ont l'impression de n'avoir affaire qu'à des narcissiques pathologiques et pourquoi d'autres personnes n'en rencontrent jamais et doutent de leur existence? Alors, j'ai plusieurs hypothèses. Soit vous faites partie de la stratégie d'un narcissique et vous ne le savez pas. Bon, je veux pas dire n'importe quoi, mais je ne sais pas, c'est possible. Hein. Je pense que moi-même, sans m'en rendre compte, j'ai pu parfois être manipulée, ne pas être la principale victime, vous voyez. Le narcissique aussi, en fait, ne détecte pas chez vous peut-être de nourriture narcissique suffisante, donc il ne vous embête pas. Et malheureusement, il faut savoir que les victimes de narcissiques, en fait, elles ont elles-mêmes connu de la maltraitance dans l'enfance, elles ont probablement eu affaire à un parent ou à un membre de la famille narcissique, et donc il y a un schéma de répétition. Donc elles vont revivre cette maltraitance, enfin ce schéma dysfonctionnel, voilà. Et le narcissique, en fait, il détecte cette blessure et il s'engouffre dedans. C'est aussi pour cette raison que souvent les victimes de violences physiques attirent plus souvent la haine des autres, que les victimes de violences sexuelles vont être amenées à revivre d'autres abus sexuels dans leur vie. Et à côté de ça, vous avez des personnes qui sont élevées dans des familles aimantes, qui ont toute la sécurité et l'amour nécessaire, et qui du coup ne rencontrent jamais de narcissique. Ou plutôt, elles en rencontrent, mais le narcissique ne s'attaque pas à elles, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut peut-être faire la nuance entre dire qu'un narcissique ça n'existe pas, et dire qu'il existe, mais il ne s'attaque pas à vous. Voilà. Mais en tout cas, s'il vous plaît, écoutez les victimes et faites-leur confiance. Voilà. Ensuite, un petit tip pour vous donner la différence entre un narcissique pathologique et une personne au fonctionnement narcissique. Donc j'ai un petit peu raconté des trucs de ma vie puisque vous avez sans doute dû vous en rendre compte, enfin le supposer, mais j'ai moi-même connu des narcissiques, j'étais membre de ma famille narcissique, c'est pour ça que j'ai coupé les ponts, etc. Et donc je me rappelle, il y a 9 ans, j'ai perdu un proche, vraiment très proche, et donc on va dire que mes amis qui étaient juste intéressés, ils se sont barrés du jour au lendemain, ils n'ont plus donné signe de vie du coup. Voilà, et ensuite j'avais une amie très narcissique, enfin pour moi une vraie narcissique pathologique. Elle est restée, pourquoi? Parce que je lui ai apporté une nourriture narcissique, mais elle ne savait pas du tout comment se comporter avec moi par rapport à ma peine, et elle ne comprenait pas surtout pourquoi j'avais de la peine. Donc c'était, avec le recul, je me dis que c'était quand même assez comique. Donc c'est moi qui ai dû lui expliquer, mais en fait, quand on vit un deuil, tu comprends, on éprouve des émotions, c'est normal, on est triste, et elle ne comprenait vraiment pas. Donc c'est pour vous expliquer
que là, je pense que ça révélait vraiment le manque de construction psychique intérieure avec les émotions, l'empathie, etc. Mais vraiment, elle ne le comprenait pas. Une autre fois, j'ai subi une opération et j'ai dû me reposer les jours suivants. Et pareil, elle ne comprenait pas pourquoi je partais pas en vacances avec elle. Elle était énervée et en fait, j'ai dû lui expliquer. Non, mais là, en fait, j'ai mal. Tu comprends? J'éprouve des choses. Voilà. Bon, si ça peut vous aider à faire la différence. Et ensuite, pour finir, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû couper les ponts avec toute ma famille et non pas avec uniquement mon parent narcissique. Eh bien, c'est parce que c'est justement à cause de ce système qui fait que tout le monde en fait était impliqué et qu'il y avait en fait plusieurs mêmes générations de narcissiques. Dans mon cas, c'était une répétition de narcissiques. Et donc, entre ceux qui voulaient pas voir, ceux qui n'avaient pas les ressources pour finalement prendre ma défense, ceux qui croyaient que c'était le monde des bisounours et que j'exagérais, et ceux qui étaient bien contents de voir que j'en bavais un petit peu, j'avais pas le choix que de sauver ma peau. Donc j'ai dû couper les ponts avec ma famille maternelle et paternelle parce que malheureusement il y avait des narcissiques dans les deux côtés. Pas de chance. Et pour finir, il reste 2 minutes parce qu'après ma vidéo va s'arrêter. Il faut posez-vous la question si ça se répète aussi au niveau professionnel. Parce que moi, si vous voulez, dans ma famille, j'avais le rôle de la sauveuse, clairement, hein, c'était ça mon rôle. Et du coup, les 2 fois où j'ai eu des attaques vraiment violentes narcissiques, c'est il y a 9 ans quand j'ai perdu ce proche, et il y a 2 ans quand j'ai fait ma dépression au burn-out. Donc pourquoi? J'étais affaiblie. Là, du coup, je jouais plus mon rôle de sauveuse, et donc tout le monde m'est tombé dessus. Donc c'est là où les comportements narcissiques peuvent se révéler. Et du coup, à mon travail, il se trouve que je suis professeure remplaçante depuis 4-5 ans maintenant et que je remplace des gens en arrêt maladie. Donc vous voyez le truc, je remplace des gens qui sont malades. Et oui, je sauve la situation. Les élèves n'ont pas eu de prof depuis des mois, des semaines, tout le monde est en panique et moi j'arrive et je sauve la situation, je suis la sauveuse. Donc vous voyez qu'en fait mon rôle de sauveuse il se retrouve aussi au niveau professionnel. Malheureusement pour l'instant je n'ai pas encore pu changer les choses à ce niveau-là, mais j'en ai conscience. Donc posez-vous la question si vous aussi il y a des points communs entre votre place professionnelle, votre place dans la famille et la façon dont les autres vous perçoivent. Voilà, je vais pouvoir finir cette vidéo sans qu'elle soit coupée, tant mieux. Merci de votre attention, je suis désolée, elle était assez longue, j'avais plein de choses à dire. Et on se retrouve pour une autre vidéo sur le sujet. À très bientôt, ciao, bye bye.